Très rapidement, Monsieur le Président, on a commencé cette émission avec le mot réparer. Vous avez prononcé ces mots-là à propos de la malgouvernance, etc. En ce qui concerne les œuvres d'art que le président Macron souhaite restituer en partie ou définitivement d'ici 5 ans au Bénin, est-ce que vous pensez que ce geste est une façon de réparer les liens qu'ont la France et le Bénin au cours de leur histoire et notamment de la colonisation? Non, nous n'avons pas demandé à la France de réparer quoi que ce soit. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre façon de penser. Nous sommes de la coopération. Et nous avons dit aux autorités françaises que les biens culturels qui sont partis du Bénin, nos biens témoins de notre histoire qui sont partis à la France, hors du territoire, nous souhaiterions que ces biens reviennent parce que cela peut contribuer à bâtir notre programme touristique. Nous sommes dans la coopération, je le répète, et nous avons demandé que ces biens... Donc c'est de la coopération. Voilà, c'est de la coopération. Voilà, mais je suis désolé de vous interrompre, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté... À titre de contribution, enfoncer 2 clous que le président Macky Sall a plantés tout à l'heure à propos de la mauvaise perception du risque dans la région africaine et du refus d'appréciation de la bonne dette par les institutions. Je vais m'expliquer. En ce qui concerne la mauvaise perception du risque, nous sommes malheureusement tributaires dans les emprunts que nous faisons sur le marché de la perception même des institutions de référence. Je voudrais m'adresser un peu à la directrice du Fonds monétaire international pour lui dire que nous faisons de l'exhortation pour une bonne perception de risque en Afrique, mais les institutions multilatérales ne nous aident pas dans ce domaine et font seulement des discours. Et je vais donner un malheureux exemple, c'est celui de l'OCDE qui, sur une échelle de 0 à 7 dans l'appréciation du risque, classe la plupart des pays de la sous-région africaine en degré 6, je crois. Il n'y a que tout récemment, en octobre, là, que le Sénégal a été un peu mieux classé et passé à 5. Mais le Sénégal est un pays qui connaît une stabilité politique depuis les indépendances, qui honore ses engagements, et moi je ne vois pas pourquoi, s'il faut réclasser les gens ces derniers temps, le Sénégal serait maintenu à 5. Le Bénin est à 6. Le Bénin, je crois le Togo, la Côte d'Ivoire sont à 6 sur l'échelle de risque par l'OCDE. Et cela engendre automatiquement une fixation des risques, de la prime de risque de 12 points. Le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond. Nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Et si cette caricature que le marché a et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de loyer de l'argent, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction. Et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie
avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec l'exigence de compétitivité qu'exigent les industries. Vous voulez développer l'industrie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, vous allez avoir un taux d'électricité qui est 2 fois celui qu'on a en Chine. 3 fois, même pas 2 fois, 3 fois le taux du kilowattheure en Asie. Et ça, une bonne partie, sinon l'essentiel de ce travers est lié à cette mauvaise perception qui fait qu'on ne peut pas avoir du crédit long, les taux sont élevés et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide de développement n'existe plus. Tout à l'heure, le président Ouattara a parlé de crédit concessionnel. Mais le marché privé aujourd'hui est capable de faire du crédit concessionnel. Puisque nous pouvons avoir du crédit à 1%, nous pouvons avoir du crédit à 30 ans. Il n'y a que la partie don qui n'existe pas dans le crédit privé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les investissements, les infrastructures de survie. L'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît mystérieux, sinon pas mystérieux, paraît magique pour que toutes nos populations aient de l'eau potable. C'est le genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence notamment n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement dans la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elles soient capables d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Aujourd'hui, nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Moi, j'ai noté avec étonnement les propos du président Macron sur ce critère qui fait partie de leur part de convergence, qui dit que 3% de déficit est dépassé. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% de déficit par rapport au PIB est quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne facilite pas le maintien du développement de la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire. Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président des 6 de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution, pour réviser même ces critères différents et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions aborder ces choses-là. Nous pouvons, chers amis, avoir un déficit public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit, mais il faut beaucoup d'argent pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais si vous n'avez pas du cash pour prendre des investissements en capital, faire des investissements en capital, vous pouvez aller emprunter de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% du taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, cette dette-là peut être remboursée, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui,
moi j'ai constaté malheureusement ces dernières années, nous avons beaucoup discuté avec le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse, des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette et que ça génère un dérapage des critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel est le niveau de ressources que ça peut engendrer. Ça, c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale, elle vous dit, moi, mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, c'est pas dans mon rôle. Eh bien, du coup, nous sommes dans l'impasse. Celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité, dit, ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, c'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit, c'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche, même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesse existe, nous sommes bloqués, on ne peut pas avoir, sauf à faire parfois un peu... à jouer aux rebelles et aller chercher parce que nous sommes certains que cette dette-là, nous sommes capables d'honorer nos engagements parce qu'elle peut produire de la richesse et du développement. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une refonte de la réflexion et des modèles d'analyse, non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, et également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier les institutions comme FEBI, comme l'OCDE, à évoluer un peu donc dans l'analyse de ces critères-là et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Merci beaucoup. Il faudra en effet que la lutte devienne sincère à tout point de vue. Et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Une telle discrimination est immorale. Elle viole l'éthique, côtoie pour le moins l'illicite et fragilise, dans tous les cas, notre lutte contre les faux médicaments. Est-il d'ailleurs possible que dans un même pays, il y ait des médicaments produits pour les pauvres et non recommandés pour les riches? Pourquoi au plan international, il y a des fabrications, des productions de médicaments qui sont destinés exclusivement aux pays pauvres et non aux pays développés? Mesdames et messieurs, la lutte contre les faux médicaments doit être sincère. 70 à 80% des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits ne sont pas produits dans des sous-sols, dans des coins cachés. Ils sont produits dans des unités connues et dans les pays développés. Ils ne sont pas produits dans les petits pays, les pays pauvres. La lutte contre les faux médicaments n'est pas encore une réelle volonté des pays développés. L'expérience que nous menons à Cotonou nous fait constater tristement que nous sommes seuls dans ce combat. Au Bénin, il y a des députés qui sont en prison parce que barons du trafic des faux médicaments. Il y a des expatriés qui sont en prison
parce que impliqués dans le trafic des faux médicaments. Mais nous subissons des pressions énormes pour lever le pied. Cela est un drame, mesdames et messieurs. Le trafic des stupéfiants me paraît moins dangereux que les faux médicaments et le trafic des médicaments. Pourtant, il mobilise l'énergie au plan international. Pourquoi cela n'est-il pas possible en ce qui concerne les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure? Comme je l'ai dit tantôt, si nous ne faisons rien au plan international, de manière globale, je vais bien le répéter, les maladies, les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres vont sévir également, tôt ou tard, dans les pays riches.